Et maintenant, voyons comment l'Europe a multiplié le nombre de ceux qui triment pour une poignée d'euros. Bienvenue, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Keine lange Vorrede, wir befinden Les choses sont claires, nous traversons la pire crise économique de notre histoire. Et pourtant, à regarder autour de soi, cette crise est loin d'être évidente. Pendant les vacances de la Toussaint, par exemple, les hôtels ont fait le plein, en France comme en Allemagne. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Après une longue période d'essor économique, la conjoncture est bel et bien à la morosité et la croissance en berne. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, en 2009, l'économie mondiale va entrer dans une phase de récession. Une récession que d'aucuns qualifient d'historique. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les PIB des pays industrialisés vont se contracter. Le nouveau président des États-Unis ne s'y est pas trompé. Il a parlé du plus grand défi de notre ère. Mais ce constat ne change rien pour le quotidien de bon nombre de nos concitoyens. Ils sont des millions à travailler et à se serrer la ceinture et pourtant, ils sont pauvres. En France, ce phénomène concerne un travailleur sur 10. En Allemagne, c'est pire encore, on parle d'1 sur 5. Salaire de misère, contrat précaire, emploi à temps partiel ou en intérim. En France comme en Allemagne, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir joindre les deux bouts, malgré souvent de bonnes formations et de bonnes qualifications. Quand le travail ne paie plus, une enquête édifiante. À l'autre bout de la chaîne, les patrons des grandes entreprises. Une petite élite toute puissante avec des salaires à 8 chiffres et des parachutes dorés. Des privilèges que la crise financière pourrait bien remettre en cause. Voyons comment l'Allemagne recrute et forme ses futurs dirigeants. Nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure avec nos invités. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, Frank Bsierske, responsable syndical allemand, et Robert Eichling, qui représente le patronat allemand. Les solutions auxquelles on réfléchit depuis longtemps, il va falloir les trouver rapidement. Le temps presse. Le danger qui guette nos sociétés, c'est la déstabilisation sociale. Certes, il y a toujours eu des pauvres et des riches. Et ce qui est nouveau, c'est la disparition des classes moyennes. Les 3/4 de ceux qui perçoivent aujourd'hui un bas salaire sont issus de ces classes moyennes. Conséquence, le lien social s'effrite. Or, pour maintenir ce lien, il faut pouvoir se situer sur l'échelle des revenus. Ceux qui sont tout en bas de l'échelle doivent pouvoir se comparer avec la classe moyenne. Et cette classe moyenne ne doit pas être coupée des plus aisés. Ce lien social, c'est le ciment même de nos sociétés. Sans ce lien, sans classe moyenne, une masse considérable de pauvres se retrouve directement en face d'une poignée de nantis. La société devient malade d'envie et d'injustice et finalement physiquement malade. C'est l'exemple de Werner Moll que vous allez découvrir dans le reportage qui suit. Ancien entrepreneur dans le bâtiment, il travaille désormais 12 heures par jour comme vigile pour 3,50 € net de l'heure. À la fin du mois, il ne lui reste que 160 €. Werner Moll, c'est l'exemple type du travailleur pauvre. En Allemagne, plus d'un actif sur 5 touche une faible rémunération, contre 1 sur 10 en France. Pour les uns, c'est la conséquence de la mondialisation. Pour les autres, le résultat de la course au profit, parce que le chômage est utilisé comme moyen de pression. Personne ne sait combien d'actifs iront rejoindre les rangs des employés sous-payés quand la crise financière deviendra économique. Mais d'ores et déjà, les bas salaires mettent bien des personnes en difficulté. Notre niveau de vie s'est énormément dégradé. Il a chuté. Il s'est même carrément effondré. On ne vit même plus. On végète. On a envie déjà, c'est plus de sorties, des concerts, des choses que je faisais il y a 10 ans qu'on ne fait plus du tout, quoi. Le ciné, les restos, on ne fait plus. Bien sûr, je me sens exploitée. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour 5,20 € de l'heure, alors que normalement j'aurais dû être payé 8,20 €. L'État, il ne nous aide aucun secours.
En Allemagne, les emplois à bas salaire se trouvent surtout dans les métiers du secteur tertiaire et de la vente. Sont concernés les personnels de service et d'entretien, les gardiens, les coiffeurs, les vendeuses ou encore les personnels soignants. Pendant 30 ans, Werner Moll a travaillé à son compte. Il était négociant de matériaux de construction. Les affaires marchaient bien, il s'est acheté une petite maison et a quitté Berlin pour s'installer avec sa femme dans la campagne brandebourgeoise. Mais il y a environ 4 ans, les commandes ont chuté. Werner a dû déposer le bilan. J'ai alors envoyé plus de 4200 lettres de candidature. J'ai reçu une seule réponse positive et je me suis retrouvé gardien. Mais je continue quand même mes recherches, dans l'espoir d'obtenir un emploi qui soit mieux payé. Il se bat pour leur survie, la sienne et celle de son épouse. Avec son emploi de gardien, Werner ne gagne que 4,20 € de l'heure. Ces maigres revenus les obligent tous deux à faire des économies sur leur alimentation. Il leur arrive souvent de sauter le petit déjeuner. C'est avec nostalgie que Werner se rappelle l'époque où tout allait bien. Notre vie s'est énormément dégradée. Et dans notre esprit, nous sommes pauvres. Parce que notre mode de vie depuis ces dernières années et nos perspectives d'avenir correspondent bien à la définition de la pauvreté. Florian Mallet est ouvrier agricole. Il coupe du bois pour l'hiver, qui ne lui coûtera rien, heureusement. Florian ne travaille qu'à mi-temps. Mais il lui est impossible de trouver un second mi-temps ici. Mon envie déjà c'est de changer la voiture. Mais bon, voilà. Peut-être plus de sorties, tout ça, des concerts, des choses que je faisais il y a 10 ans qu'on ne fait plus du tout, quoi. Ou très rarement, 1 fois, 2 fois par an, et voilà, quoi. Le ciné, les restos, on ne fait plus. Il n'a pas les moyens d'acheter du bois pour l'hiver. Fanny, l'amie de Florian, vient de faire les courses pour le mois. La hausse des prix se ressent aussi à la campagne. 300 € de course. La facture se monte à 288 €, soit plus de la moitié de ce que Florian touche avec son travail à mi-temps. Il est payé au SMIC, soit 8,71 € de l'heure. Par mois, cela lui fait environ 660 € bruts. On va pas la regarder pendant 8 jours, autrement on va se suicider. Les bas salaires se répandent plus vite en Allemagne qu'en France. En 2006, près de 22% des salariés allemands touchaient ce que l'on appelle un bas salaire, soit moins des 2/3 du salaire moyen. Selon les dernières études, cela concerne environ 6,5 millions d'actifs. Pas seulement les personnes peu qualifiées, mais aussi et surtout une main-d'œuvre très qualifiée. L'inégalité des revenus a augmenté régulièrement dans presque tous les pays de l'OCDE. Et sur ce point, il est intéressant de noter que l'Allemagne occupe une place à part. Chez nous, l'écart s'est creusé beaucoup plus rapidement que dans les autres pays de l'OCDE. Pourtant, en Allemagne, durant des décennies, les revenus étaient répartis de façon équitable. Peu de gros et de petits salaires, une majorité de personnes aux revenus convenables. Mais cette époque est révolue. Les personnes qui sont tout en haut et celles qui sont tout en bas font-elles encore partie de la même communauté? Ou bien la société est-elle tellement éclatée, tellement divisée qu'il n'y a plus de cohésion? De nombreuses études nous montrent qu'il est important d'avoir un capital social, de pouvoir se faire confiance et se comparer aux autres, d'avoir des objectifs communs, de faire quelque chose ensemble. Tout cela est essentiel à la santé et au bien-être de chacun. Or, avec ces écarts excessifs entre les salaires faramineux pour les hauts dirigeants et les faibles rémunérations vraiment inacceptables pour le bas de l'échelle, nous sommes sur le point de détruire ce capital. Je pense que c'est une évolution inquiétante, y compris sur le plan politique.
Ils étaient issus de la classe moyenne et constituent l'épine dorsale de la société. Des hommes et des femmes qui ont assumé des responsabilités et qui s'appuient sur une solide formation. Désormais, ils représentent les 3/4 de tous ceux qui travaillent dans les secteurs à bas salaire. Quand Lucie Moll rentre chez elle, son mari est sur le point de partir. Leurs horaires de travail sont souvent décalés et ils ne se croisent que sur le pas de la porte. Ils n'ont pratiquement pas de vie de famille. Werner est gardien au sein d'une grande plateforme logistique. Il travaille par tranche de 12 heures et totalise fréquemment 240 heures à la fin du mois. Pourtant, après toutes les retenues, il ne lui reste pas assez d'argent pour vivre. Pour aller travailler, je fais 52 km à l'aller et autant au retour. Ça fait 220 € par mois que je dois retirer de mon salaire de 760 €. Au bout du compte, il nous reste environ 160 €. Et avec ça, nous devons subvenir à nos besoins, c'est-à-dire acheter de quoi manger plus le strict nécessaire. En ce moment, comme ma femme travaille encore, on a un peu plus de ressources. Mais le jour où elle perdra son emploi, parce qu'elle est en contrat à durée déterminée, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Les gardiens travaillent 12 heures par jour, 5 jours par semaine, 12 mois par an. Avec des effectifs réduits, c'est le seul moyen d'assurer 24 heures sur 24 la surveillance du centre de logistique. Le personnel est poussé au rendement maximum. Selon la législation allemande sur le temps de travail, les hommes n'ont pas le droit de rester confinés dans une cabine de surveillance 60 heures par semaine. Mais ici, personne ne se plaint. Au contraire, avec un salaire horaire de 4,20 €, chaque heure supplémentaire est la bienvenue. Si l'employeur respectait la législation et faisait faire les 3-8 à ses salariés, Werner n'aurait que 600 € sur son compte à la fin du mois. Quand on pense à la valeur des marchandises transportées ici et à notre salaire de 3,50 € net de l'heure, c'est complètement disproportionné. On est vraiment sous-payé. Ma seule motivation, c'est la responsabilité. Je n'en ai pas d'autre. Avant, il y avait l'argent. Mais ici, ce n'est plus le cas. La seule motivation qu'on peut avoir ici, c'est la responsabilité. Le travail, lui, ne paye pas. Actuellement, l'Association des entreprises de sécurité et de surveillance veut instaurer un salaire minimum de 6 € à l'Est et de 8,20 € à l'Ouest de l'Allemagne. Mais la société de Werner n'en fait pas partie. Il n'en bénéficiera donc pas. Werner est rongé par l'angoisse. Et son corps réagit. Il est souvent épuisé et souffre de troubles cardiaques. Je trouve que les pauses ou bien les temps de repos entre deux postes sont bien trop courts. On manque de sommeil et ça finit par se répercuter sur la santé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tenir comme ça 10 ou 20 ans. Je ne peux pas l'imaginer. J'aimerais bien, ça me plaît, mais qu'est-ce que je peux faire? Das Weiße, das sehr Weiße, das ist alles Kalk. Und bei ihm ist ja das Problem, dass es ein bisschen eng ist und ein bisschen durchlässig. Insofern muss man was an den Risikofaktoren ändern. Denn wenn das so bleibt, dann können Sie mit alt werden. Es wird nur ein Problem, wenn es enger wird. Mais comment Werner va-t-il réduire les facteurs de risque s'il ne peut pas changer ses conditions de travail ni son emploi du temps surchargé? Il espérait au moins une indemnité de congé payé. Avec l'aide d'un avocat, il a demandé à son employeur de prendre en compte ses nombreuses heures supplémentaires dans le calcul des congés payés. Celui-ci a refusé. Il lui a proposé de renoncer aux heures supplémentaires et de demander à l'Agence pour l'emploi de compléter son salaire de base, qui est largement inférieur au minimum vital. Werner a consulté sa femme et ensemble,
ils ont longuement réfléchi à la réaction qu'ils devaient adopter. Par crainte de perdre sa place, il a retiré sa demande. Ce travail et le paiement des heures supplémentaires sont vitaux pour sa femme et lui. Qu'un patron ait le culot de dire à son employé « Tu n'as qu'à aller à l'agence pour l'emploi pour te faire payer la différence », c'est une honte et du chantage. Il compte chaque centime, notamment parce que sa maison qui doit garantir sa retraite est en mauvais état. S'il la vendait, il ne pourrait même pas rembourser son crédit immobilier. Actuellement, la maison n'est pas vendable. Nous devons d'abord l'assainir et éliminer l'humidité qui s'infiltre partout. Ça fait énormément baisser sa valeur. On vendrait à perte, forcément. Werner entretient la maison lui-même, comme il peut, et espère un miracle pour résoudre ses problèmes. Les multiples entorses au code du travail infligées aux employés faiblement rémunérés entraînent chez nombre d'entre eux d'énormes problèmes psychiques et physiques. Selon une étude récente, les travailleurs précaires souffrent 7 fois plus de dépression que les autres salariés. De même, le risque de mourir d'un infarctus augmente rapidement. Plus la position sociale est basse, plus le risque est élevé. On parle dans ce cas de crise de gratification professionnelle. La gratification, c'est-à-dire les récompenses, ne correspond pas à l'effort fourni. Il s'agit du salaire, de la rémunération, de la sécurité de l'emploi et des perspectives d'évolution que l'on devrait avoir quand on travaille bien. Il s'agit aussi de la reconnaissance, de la valorisation que l'on devrait obtenir, ou pas, de ses supérieurs pour les efforts fournis au quotidien. Et quand ces éléments ne sont pas équilibrés, on a une situation de stress qui est très difficile à vivre, qui vous ronge et qui finit par vous rendre malade. De nos jours, les entreprises sont soumises à une forte pression sur les coûts. Pour diminuer les salaires, certaines d'entre elles élaborent des stratégies douteuses. Par exemple, elles ferment des filiales et obligent le personnel licencié à choisir entre le chômage ou le même poste ailleurs dans le groupe pour un salaire nettement inférieur. Karin Schulz en a fait l'expérience et elle s'interroge sur ses perspectives à la retraite. Si je m'en remets au dernier rapport sur le système des retraites, ma situation est la suivante. Après plus de 30 ans de vie active, je serai toujours dépendante des aides sociales complémentaires. Autrement dit, je ne gagne pas assez aujourd'hui pour pouvoir m'en passer à la retraite. C'est le constat amer que Karin dresse à 51 ans. Diplômée en gestion d'entreprise, elle a atterri il y a 2 ans dans un centre d'appel. Auparavant, elle a travaillé pendant 30 ans dans une banque de Salzwedel en Allemagne de l'Est. La direction a licencié 200 salariés et Karin en faisait partie. Pour fuir le chômage, elle s'installe à Hambourg. Elle est embauchée comme commerciale chez Seka, une filiale du gestionnaire de centre d'appel Walter Service. Elle est satisfaite de son travail. Avec son fixe et les commissions, elle arrive à joindre les deux bouts. Elle avait eu l'impression d'avoir réussi sa reconversion et pensait avoir de bonnes perspectives. J'ai commencé chez Seka à la mi-septembre 2006. Je m'y sentais bien. En septembre 2007, donc un an plus tard, la direction a fait savoir que Seka allait fermer. En début d'année, nous avons reçu un courrier de la maison mère qui nous informait de la fermeture de Seka et proposait à ceux qui le voulaient de travailler chez Mediatek. Seka et Mediatek font partie du même groupe, Walter Service, basé à Ettlingen. Et on nous proposait d'y travailler pour un salaire moindre. Puis nous avons remarqué que les salariés que nous connaissions avant notre arrivée ne tenaient pas plus de 5 mois et demi. Et ça nous a fait réfléchir. Karin gagnait donc nettement moins et subissait une énorme pression professionnelle.
Je trouve ça vraiment grave qu'on nous traite comme dans un jardin d'enfants. Par exemple, si on demande d'aller aux toilettes, on nous le refuse. Pareil, si on demande de sortir juste un instant pour chercher à boire, ne serait-ce que de s'absenter une minute, le temps d'aller chercher à boire pour que la voix ne flanche pas. Parce que je dirais que dans un centre d'appel, il faut boire au moins 1 litre et demi. Karine s'est sentie harcelée. Elle a vite compris pourquoi ses collègues ne font pas long feu dans l'entreprise. Mais ce n'est pas tout. Elle remarqua également certaines irrégularités sur ses bulletins de salaire, à son détriment. Depuis février, sur toutes mes fiches de paye, il y avait des erreurs graves. Le salaire fixe était erroné, quand il ne s'était pas trompé dans le calcul des heures effectuées ou des commissions. Autre exemple, quand on était malade, on nous décomptait des heures même si on avait présenté une feuille de maladie. Dans mon cas, les erreurs se montent approximativement à 100 €. Et quand on gagne peu, 100 €, c'est beaucoup. Karine était fatiguée de devoir sans cesse vérifier ses fiches de paye. Et malgré ses études de gestion, elle se perdait dans cet imbroglio de chiffres. Elle demanda des explications, mais les réponses de la direction n'étaient pas satisfaisantes. Elle décide donc de porter plainte, et elle sera la 3e employée de l'entreprise à le faire. Avec l'avocat Christian Oberwetter, elle veut porter l'affaire devant les prud'hommes. Manifestement, nous avons ici un cas de faute grave. Autrement dit, il ne s'agit pas juste d'une petite bévue. Les intérêts du salarié ne sont pas pris en compte, et cela va trop loin. Entre-temps, Karine a perdu son travail. Elle demande des rappels de salaire et porte plainte pour licenciement abusif. Quand on a accumulé autant d'expériences négatives en si peu de temps dans l'entreprise, on en a ras-le-bol. Alors, d'une manière ou d'une autre, il faut réagir, quitte à aller au prud'homme pour faire valoir ses droits. Une tentative de conciliation a lieu. On propose aux deux parties en litige de trouver un accord sans entamer une longue procédure. Pour Karine, c'est l'occasion d'en finir avec une situation qu'elle jugeait oppressante. Avec son avocat, elle est prête à accepter un accord à l'amiable. Résultat, Karine renonce au rappel de salaire et accepte le licenciement. En contrepartie, elle touchera 2 000 € de dommages et intérêts. Karine est satisfaite. Même si cela a été très éprouvant, elle ne regrette pas sa démarche. Ça valait la peine. La plupart de mes collègues quittent l'entreprise sans tambour ni trompette. L'essentiel pour eux, c'est de partir. Mais moi, je leur ai montré que je ne me laissais pas faire. Pour moi, ce n'était pas une question d'argent. Je voulais montrer qui je suis. Je pouvais prouver ce que j'avançais. J'avais des chiffres, des données et des faits. Je serais allé plus loin s'il l'avait fallu. Elle est même un peu fière d'avoir été courageuse. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire maintenant, mais au moins, elle pense avoir montré l'exemple aux autres. Je peux remporter de petites victoires. Ça incitera les autres à se battre à leur tour. Et s'il y a de plus en plus de gens qui se battent et qui montrent tout ce qu'il est possible de faire, au bout du compte, on aura tous gagné. Mon but, c'est de lutter contre les grandes injustices qui sévissent aujourd'hui, pour que le monde soit plus équitable. Dans le cadre de notre politique économique libérale, il y a un risque que l'on supprime les acquis sociaux qui ont caractérisé notre État social, à savoir la protection du travail et les lois qui protègent notamment les plus fragiles. En effet, sous prétexte que nous devons faire face à la mondialisation, que nous devons être compétitifs avec les pays à bas salaire, on nous dit qu'il faut veiller à ce que le prix que nous payons pour cela ne soit pas trop élevé. Or, le prix est élevé. C'est pourquoi l'instauration d'un salaire minimum fait actuellement débat en Allemagne. Un salaire minimum applicable à tous, fixé par le législateur,
ou définis individuellement dans chaque secteur d'activité par les partenaires sociaux. En France, nous avons le SMIC, ce qui n'empêche pas le nombre de personnes à faible revenu d'être élevé, notamment parce que de plus en plus d'emplois à temps plein sont remplacés par des emplois à temps partiel. Au nord de Lyon se trouve le Beaujolais, connu dans le monde entier pour son vin, dont le Beaujolais nouveau. La région a largement profité d'affaires lucratives. Mais l'image du Beaujolais nouveau a souffert, avec des conséquences fatales pour les vignerons. Ce vin, qualifié de jus de raisin alcoolisé par les critiques les plus sévères, fait de moins en moins d'adeptes. L'économie de toute la région en souffre. Retour chez Florian Mallet, l'ouvrier agricole. Jusqu'en juillet 2007, il était satisfait de sa situation. Il avait 2 emplois à mi-temps, l'un dans une exploitation agricole et l'autre dans une commune. Il a perdu le second. Ses revenus ont donc été divisés par 2. Et il n'a plus assez d'argent pour vivre. J'ai essayé de trouver un emploi à mi-temps, mais avec les horaires de chez Alain et tout ça, c'était pas difficilement. Le compromis était difficile à faire et c'est quand même rare de travailler à mi-temps. Depuis 2002, il travaille pour Alain Reynard, un exploitant agricole qui le paie au SMIC, soit 8,71 € de l'heure. Sur le domaine, il s'occupe plus de la vigne, puis il m'aide pour l'élevage, quand sur les travaux qu'on peut pas faire seul. Des fois quand il y a un vélage, ou faire des clôtures, faire du nettoyage, quoi. Sur l'exploitation, il y a 2 activités principales. Il y a une activité de vigne, donc c'est une production de raisin parce que c'est vinifié après en coopérative, et une production fromagère avec du lait de chèvre et du lait de vache qui est mélangé pour faire un fromage typique de la région lyonnaise et beaujolaise. Pour avoir un emploi à plein temps, il faudrait développer l'activité, et c'est vrai qu'on est quand même restreint pour trouver des terrains et pour la configuration de l'exploitation, quoi. Donc c'est difficile de pouvoir employer à temps plein. Florian travaille ici 19 heures par semaine. Il perçoit environ 660 € bruts par mois. C'est son seul revenu fixe. Ouais, et toi? Son amie, Fanny, ne gagne pas d'argent. Elle est encore étudiante. Ils vivent tous les deux à l'économie et ne se chauffent qu'avec le bois qu'ils peuvent ramasser en forêt. Comme ils ont construit leur maison eux-mêmes, ils n'ont pas de loyer à payer. Ils se nourrissent des légumes qu'ils cultivent dans leur jardin. Ils font beaucoup de conserves. Le salaire de Florian ne suffit pas, mais il n'a pas trouvé d'autre emploi à mi-temps. Avec un ami, il a donc décidé de se proposer pour effectuer des travaux de jardinage. C'est possible grâce au chèque emploi-service qui lui permettent de travailler à la journée. Ils doivent trouver eux-mêmes les employeurs et ne peuvent travailler que pour des particuliers. Le salaire est négocié au coup par coup. Depuis 2 jours, ils défrichent un terrain escarpé pour 15 € de l'heure. Ce n'est pas mal, mais ce genre de contrat est rare. Florian Mallet et son ami Stéphane Bouillard sont heureux d'avoir trouvé ce travail. Stéphane est viticulteur et souffre tout particulièrement de la crise du secteur. C'est grâce aux travaux d'appoint payés en chèque emploi-service qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille. Là, vu qu'on n'a pas des chantiers tout le temps, on a aussi des tout petits chantiers qui prennent 2 heures, mais bon, ça nous fait perdre une demi-journée, et puis on n'a pas forcément autre chose à faire derrière. Aussi les aléas du temps aussi. Ouais, le temps aussi, comme là aujourd'hui, pour faire brûler, s'il pleut, c'est impossible. Et donc en moyenne, ouais, on arrive à un salaire mensuel avec les chèques emploi-service entre 400 et 700, 750 € par mois. Ils acceptent ce qu'ils trouvent et se déplacent comme des travailleurs indépendants, parfois pour quelques heures par jour. En gros, ils sont journaliers. Les chèques emploi-service ont été créés pour diminuer le nombre de chômeurs et juguler le travail au noir. Ils sont payés par chèque une fois le travail fini. Bonsoir. Alors, combien je vous dois?
Alors 120 €. Le chéquier se compose de 2 volets, le chèque à proprement parler et un second volet pour les cotisations sociales. Celles-ci, à la charge de l'employeur, sont calculées par le Centre national du chèque emploi-service. Les 2 hommes sont satisfaits de leur journée, mais ils ne savent pas quand ils vont retrouver du travail. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a eu non seulement le développement du travail à temps partiel, mais aussi le développement des intermittences tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent tout au long de l'année, les 12 mois de l'année, de façon continue. Donc travail à temps partiel plus intermittence, ça explique que dans le langage de l'INSEE, par exemple, dans l'Institut statistique, les emplois non à temps complet ont considérablement augmenté depuis 20 ans. Il y avait 17% d'emplois non à temps complet en 1978, on est à plus de 30% en 2005, et manifestement il n'y a pas de volonté politique, en tout cas pas de politique mise en place pour résorber ce type d'emploi. Si les écarts de salaire ne sont pas exorbitants en France, c'est en raison du SMIC, disent les experts. Mais dans la réalité du monde du travail en France, ce sont justement les jeunes qui en profitent le moins. Ceux d'entre eux qui n'ont pas de formation ni d'expérience professionnelle ont du mal à trouver un emploi légal. Paris. Ici, le coût de la vie est plus élevé que dans le reste de la France. Sans emploi à plein temps, on est en grande difficulté et bien souvent on travaille au noir parce que certains employeurs privés ne veulent pas payer le SMIC ni les charges sociales. C'est le cas de cette jeune femme. Comme des centaines de milliers de personnes de son âge, elle n'a pas trouvé d'emploi légal. Elle travaille à présent dans un quartier huppé de la capitale, au noir. C'est pourquoi elle veut garder l'anonymat. Nous l'avons appelée Sandrine. Elle gagne 500 € par mois, auxquels s'ajoutent environ 400 € de RMI. Là, en fait, j'ai trouvé une annonce et j'ai téléphoné à une dame et elle recherchait une personne pour s'occuper de ses enfants et faire du ménage 3 jours par semaine. Et elle m'a recrutée et voilà, et je travaille chez elle. Quand elle m'a prise, elle m'a dit qu'elle allait me déclarer, tout ça. Et après, j'ai attendu les jours, les semaines, tout, et j'ai vu qu'elle voulait pas, et voilà. Auparavant, Sandrine a travaillé comme aide-soignante ou femme de ménage. Puis elle est restée au chômage pendant 1 an et demi. Elle a donc fini par accepter un travail au noir. Elle en avait besoin pour pouvoir survivre dans une ville aussi chère que Paris. Et maintenant, elle vient de perdre sa chambre de bonne à 280 € par mois. Son bail a été résilié pour usage personnel. Elle se retrouve à la rue, désespérée. Elle habitait dans cet immeuble. J'étais partie faire des courses, tout, et j'arrive. Après, j'ai vu des personnes qui étaient devant ma porte. Et j'ai vu qu'ils avaient cassé mes cadenas, qu'ils avaient cassé mes verrous, tout ça. Et après, en fait, ils m'ont donné un avis d'expulsion et une petite feuille bleue. Comme quoi, il y avait marqué toutes mes affaires que je vais récupérer, tout, que j'avais 1 mois et demi pour les récupérer à la date d'où ils me l'avaient donné. Et si je ne récupérais pas mes affaires, ils allaient être vendus aux enchères. Le lendemain, Sandrine, qui attend un enfant, consulte l'association Droit au logement dans l'espoir de trouver un nouveau toit. Son travail au noir ne lui facilite pas la tâche. Sans emploi légal, elle n'a quasiment aucune chance d'obtenir un bail. En effet, les propriétaires exigent comme garantie de paiement un contrat à durée indéterminée et un salaire 3 fois égal au loyer. Sans revenu légal, Sandrine est dans un cercle vicieux. Beaucoup d'entreprises n'embauchent pas de jeunes sans qualification comme Sandrine. Étant tenue de verser un salaire minimum, elle préfère recruter des personnes avec une expérience professionnelle. Cela explique qu'en France, 1 jeune sur 5 est au chômage. Donc, vous avez été expulsé le 17 avril. Et que vous a dit l'assistante sociale? Elle m'a dit que j'allais être déférée dans un autre service. Parce que ça faisait 1 mois que... Et elle, en fait, elle m'a rien trouvé. D'accord. C'est vous, il vous faut qu'un studio. Voilà.
Non, maintenant je suis enceinte, il me faut... Ah ouais, donc... Il me faut 2 pièces au moins. 2 pièces, d'accord. Il faudrait qu'on se revoie d'ici 2 semaines, quoi. J'ai eu le temps de les contacter, d'accord. Et je vois avec eux les possibilités qu'il y a de faire une proposition très rapidement, en expliquant que vous êtes complètement à la rue, voilà, vous êtes à droite, à gauche, voilà quoi. D'accord. Ok, d'accord. Les logements sociaux aussi sont rares. Le lendemain, Sandrine se rend au siège de la RATP pour trouver un emploi légal. Si elle y arrive, elle a une chance de décrocher un bail. Bonjour. En fait, j'aurais aimé savoir c'est où qu'on peut retirer un dossier pour le recrutement de la RATP. En fait, on ne donne plus de dossier directement. Il faut d'abord postuler avec un CV ou lettre de motivation. Oui. Vous pouvez déposer ici ou envoyer par courrier à cette imprimée. Et si votre candidature est retenue, vous recevrez le dossier de candidature à remplir. D'accord. Bon, d'accord. Merci bien. Je vous en prie. Au revoir. Sandrine répond à une multitude d'annonces. Oui, bonjour. Je vous téléphone pour l'annonce que vous avez déposée sur le site de la NPE. D'accord, merci bien. Au revoir. Elle a déjà trouvé. Tous les emplois proposés sont payés au SMIC. Allô, oui, bonjour. Je vous téléphone pour l'annonce que vous avez déposée sur le site de la NPE. J'aurais aimé savoir si vous recherchez toujours des femmes de ménage. Alors, j'ai de l'expérience dans le domaine, tout. J'aurais aimé savoir, vous pouvez m'appeler au 06. Sandrine finit par éplucher les annonces du journal de la NPE. Il n'y a rien du tout. N'ayant pas trouvé de logement pour cette nuit, elle s'installe dans une cage d'escalier. J'essaye de dormir à droite à gauche, si on peut dire, parce que j'ai fait des demandes de foyer et tout, et il n'y a pas de place. Des fois, je reste éveillée la nuit, et voilà, jusqu'au matin, et voilà. Sandrine veut offrir un toit à son enfant. Mais jusqu'ici, les espoirs sont minces. Oui, donc il y a tout un discours sur la fraude des allocataires de minima sociaux qui frauderaient, entre guillemets, volontairement pour cumuler les prestations et des bouts d'emploi ou de salaire. Et ce discours néglige le fait que c'est bien souvent, dans la plupart des cas, le choix de l'employeur de rémunérer au noir. Et une des conséquences, c'est que ça permet à l'employeur d'exercer une pression beaucoup plus forte sur les salariés, d'exiger davantage d'eux, puisque en cas de rupture du contrat de travail, il n'y a aucune garantie pour le salarié. Si en France, le SMIC a permis d'éviter les salaires extrêmement bas, en Allemagne, il est courant de faire baisser les rémunérations par le biais des conventions collectives. Les employeurs négocient avec de petits syndicats qui sont prêts à accepter les bas salaires et à renoncer aux primes habituelles. Bien souvent, ils n'ont pas d'adhérents parmi les salariés, ce qui provoque la grogne de ces derniers. Opération de sauvetage pour la Croix-Rouge allemande de Borna, près de Leipzig. Nombre de secouristes sont en colère car leur rémunération n'a pas augmenté depuis 5 ans. Leur ancienne convention collective avec le syndicat Verdi est toujours valable, mais les salaires sont gelés par l'employeur. Le délégué du personnel, Frank Aubenreiser, est indigné. Ça ne peut plus continuer comme ça. On ne se trimballe pas en camion dans la région, on sauve des vies humaines. Il y a quand même une différence. Ce qu'on veut, c'est que notre convention collective soit alignée sur celle du service public, pour que les salariés aient des conditions de travail correctes et qu'ils soient rémunérés décemment. Pourquoi on ne touche pas l'argent qui nous est dû? On fournit un travail et on voudrait être payé. Un point, c'est tout. En fait, on ne demande que ce que prévoit la loi ou la convention collective, rien de plus. Une convention pour tous. Au lieu de négocier avec le géant Verdi, leur employeur a signé dernièrement une nouvelle convention avec un petit syndicat, lequel n'a pas d'adhérents dans l'entreprise. Frank Aubenreiser, le délégué du personnel, et de nombreux collègues veulent obtenir une nouvelle convention pour tous avec Verdi et organiser à cette fin une grève d'avertissement. Une partie du personnel se sent en effet désavantagée.
Inutile de dire que les nouveaux employés empoisonnent l'ambiance dans l'entreprise. Quand on fait le même boulot pour 900 € et qu'on vous sucre toutes les primes, on ne peut pas nourrir sa famille. Même si plus de la moitié des 40 employés sont membres de Verdi, l'employeur a choisi le syndicat chrétien DHV comme partenaire social. Désormais, les nouvelles recrues seront en contrat à durée déterminée et toucheront à peu près 300 € de moins par mois, nous dit-on. La convention collective a été signée alors que nous n'étions même pas représentés. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un seul adhérent au syndicat DHV. On nous dit clairement que si ça ne nous convient pas, on n'a qu'à partir. Le prochain attend. Pour Franck, c'est un miracle qu'il n'y ait pas encore eu d'incident au cours d'une opération de sauvetage. Il est convaincu que ses collègues sont perturbés dans l'exercice de leur travail. Les différentes conventions collectives empoisonnent l'ambiance dans l'entreprise. Le taux d'absentéisme est élevé. C'est dû aux conditions de travail, aux abus de notre employeur. On en a vraiment ras-le-bol. Parce que la politique de la direction n'est absolument pas conforme au statut de la Croix-Rouge. La direction de la Croix-Rouge allemande de Borna aurait favorisé les employés ayant accepté la nouvelle convention collective avec le syndicat DHV. Ceux qui ont refusé sont désavantagés. Avec la restructuration du service, on a mis les gens sous pression en répartissant les postes de nuit de manière inégale. On a retiré les postes de nuit aux anciens, qui sont sous le coup de la convention Verdi, pour les donner aux quelques employés qui ont signé la convention DHV. Du coup, ils ont obtenu plus de primes, plus de majorations, qui ne sont pas imposables. Et les autres ont été affectés au poste de jour. Franck a rendez-vous chez un avocat, spécialiste du droit du travail. Avec ses collègues, il veut faire grève. Pour ne pas commettre d'erreur, il est important de se faire conseiller. Car l'enjeu est de taille. La Croix-Rouge de la région de Leipzig doit à nouveau négocier avec le syndicat Verdi. Du hast gesagt, ihr habt weiterhin Streikaktivitäten und wollt wissen, wie ihr euch als Betriebsrat dabei verhaltet. Ja, genau. Also morgen ist der Termin ab. Il rejette le nouveau partenaire social de la direction, le syndicat allemand des employés du commerce et de l'industrie, le DHV. Celui-ci est membre de la Confédération des syndicats chrétiens, la CGB. Même les prud'hommes de Hambourg ont mis en doute sa légitimité à représenter les employés du secteur sanitaire et social. Au-delà de cette affaire, l'avocat Roland Gross constate une évolution inquiétante. La nouvelle tendance que l'on peut observer, c'est que les employeurs recherchent un syndicat avec lequel ils puissent signer une convention collective qui les arrange. Et certains de ces syndicats me paraissent tout à fait suspects, dans la mesure où ils n'ont pas d'adhérents, ni de base dans l'entreprise. Pour moi, c'est un système corrompu. Pas seulement insidieux, mais clairement corrompu. Dernier préparatif pour la grève d'avertissement. La grève ne concernera pas les opérations d'urgence. Or, la direction a veillé, c'est du moins ce que pensent les grévistes, à modifier entièrement les plannings afin de restreindre la participation à la grève. Le poste de secours a été complètement vidé. Tous les véhicules d'intervention, et notamment les ambulances, se trouvent en haut, près de l'hôpital. Je l'ai appris par un collègue. Nous n'avons pas été informés en bonne et due forme par la direction, même pas moi, qui suis délégué du personnel. Et c'est inadmissible. Inadmissible. Nous devons trouver une autre stratégie. Nous en avons déjà parlé. Nous allons organiser la grève d'avertissement ici, comme nous l'avons annoncé. Mais nous allons envoyer aussi quelques grévistes à l'hôpital. Ils se posteront devant les ambulances pour qu'au moins ces équipes-là restent dans le mouvement. Des collègues de la Croix-Rouge sont venus de toute la région pour participer à la grève.
Ils veulent imposer leurs revendications et en attendent des répercussions dans les autres antennes de la Croix-Rouge. Ils espèrent ainsi que l'employeur échouera dans sa tentative de négocier de faibles salaires avec de petits syndicats minoritaires. Il est très difficile de dialoguer avec notre employeur. La prochaine action sera encore plus importante, encore plus étendue. Et ils finiront bien par lâcher du lest. Ils ne pourront pas faire autrement. Le responsable de la Croix-Rouge de la région de Leipzig a refusé d'être interviewé. Les entreprises multiplient les tentatives pour remplacer les syndicats de la Confédération allemande, la DGB, par de petits syndicats prêts à signer des conventions plus avantageuses pour elles. Certaines de ces organisations se sont révélées être des syndicats fantoches. Ainsi, le groupe Siemens a même financé un petit syndicat. On a vu apparaître ce genre de syndicat chaque fois que quelqu'un a eu besoin d'une convention collective douteuse. Et c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, parce que ça permet de faire travailler les gens dans de mauvaises conditions. Le nombre de demandeurs d'emploi sur le marché du travail est élevé. C'est à l'État qu'il revient d'empêcher cette perte d'autonomie des partenaires sociaux. Il en a les moyens légaux. Il n'a qu'à les appliquer. Mais il ne le fait plus depuis quelques années. Et c'est ce qui fait que ça dégénère. S'il est un secteur qui crée de la croissance et de la mobilité pour les entreprises, c'est le travail intérimaire. En Allemagne, l'État a assoupli la réglementation et les agences d'intérim ont placé à ce jour plus de 700 000 travailleurs. Ils seront bientôt 1 million. Les entreprises disposent ainsi d'une réserve de main-d'œuvre flexible et en hausse constante. Mais il y a le revers de la médaille. En Allemagne, les intérimaires perçoivent généralement de bas salaires. Un travailleur sur 8 gagne si peu que l'État doit compléter son salaire. Pour beaucoup, le travail intérimaire est une régression sociale. Achat dans une friperie. Kevin a encore grandi. Pour Marcus et sa femme, c'est un problème financier de plus en plus préoccupant. Marcus est intérimaire depuis 6 ans et ne gagne que 850 € par mois. Pourtant, il est ouvrier spécialisé en construction. Sa femme touche encore l'allocation de maternité. Une fois tous les coûts fixes déduits, il ne leur reste que 210 € par mois pour les loisirs, l'habillement et l'entretien de la voiture. Marcus préfère témoigner à visage couvert par crainte d'être renvoyé. Il est heureux quand il arrive à enchaîner les contrats à durée déterminée. En général, les agences d'intérim recrutent des ouvriers spécialisés pour des emplois de manutention et leur versent des bas salaires. Marcus pense donc qu'il a peu de chances de gagner plus un jour. Toute la famille pâtit de son absence de perspective professionnelle. On s'est vraiment habitué à ne penser que jusqu'à la fin du mois. On ne se projette pas dans l'avenir. On est content d'avoir pu boucler un mois, de s'en être encore sorti cette fois, et on a peur d'avoir de plus grosses dépenses. Il peut arriver n'importe quoi, un rappel de loyer, de facture d'électricité ou de gaz. Tous les soirs, on va à la boîte aux lettres et on a peur qu'il y ait encore une lettre à l'intérieur. C'est comme ça. Il y a 3 ans, Marcus et sa femme avaient décidé d'avoir enfin l'enfant qu'ils désiraient tant. Marcus avait bon espoir de trouver un poste fixe en tant qu'ouvrier spécialisé. C'est quand même bizarre. Ça fait 5-6 ans que je suis intérimaire et je suis toujours sidéré de voir comment les employeurs nous donnent de l'espoir. La première chose qu'on dit à un intérimaire, c'est « si tu fais vraiment des efforts, que tu te donnes à fond, tu décrocheras un contrat chez nous ». Mais quand on reste un certain temps, on voit bien que ce ne sont que des paroles en l'air. On est là pour boucher les trous, pour que la production tourne. Après, on peut aller se rhabiller. Marcus a déjà changé 4 fois d'agence d'intérim parce qu'il ne supportait plus les conditions de travail. Pour son dernier emploi, non seulement il était mal payé, mais on lui a décompté des jours de congé car il n'y avait plus de travail pour lui. Ça se passe comme ça. Le contrat de mission de l'agence d'intérim expire et il n'y en a pas d'autre en perspective. Alors là, on est complètement dans le brouillard. Normalement, la plupart des agences d'intérim sont tenues de vous payer pendant ce temps. Mais on vous dit, tu es chez toi depuis 2 semaines parce qu'il n'y a pas de travail.
Mais bien sûr, il faut que tu sois tout le temps joignable sur ton portable. Il est possible qu'on t'appelle pour te proposer le soir même un poste de nuit. Donc il faut être tout le temps joignable, tout le temps disponible. Et au bout des 2 semaines, on vous dit, écoute, on ne t'a pas trouvé de travail, on ne t'a pas appelé, donc on te décompte les jours de congé. Tu étais en congé. Alors qu'en fait, on n'était pas en congé. On n'a pas pu se reposer parce qu'on était tout le temps en astreinte. Marcus ne s'est pas défendu par peur de perdre sa place. Et il a vite compris qu'un intérimaire ne devait jamais tomber malade. L'agence d'intérim n'ose pas vous dire, viens tout de suite travailler ou on te vire. Ça se passe pas comme ça. C'est plutôt du genre, écoute, si tu continues à être malade, que ça dure comme ça encore longtemps, il se pourrait bien que l'entreprise où tu travailles ne veuille plus de toi. Bref, ils vous mettent la pression, mais bien sûr, ils s'arrangent pour que vous ne puissiez pas vous retourner contre eux. Pourtant, le fait de devoir être en permanence joignable et disponible est un facteur de stress et de maladie. Il n'y a pas de période de repos. L'incertitude et l'angoisse accompagnent sans cesse l'intérimaire. C'est la grande différence avec un salarié en contrat à durée indéterminée. Le plus terrible, c'est l'énorme fossé qu'il y a entre les employés en CDI et les intérimaires. Et ça va loin. On ne vous dit pas bonjour, on vous insulte, on vous dit que vous n'êtes qu'un manœuvre, un imbécile et que vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. C'est très dur de se rendre compte qu'on est un ouvrier de seconde zone. Pour couvrir les frais liés au décès d'un membre de la famille et subvenir aux besoins du bébé, Marcus a dû s'endetter et il ne s'en sort plus. Il veut se faire aider pour payer ses 1 500 € de dette. Wilfried Jahn, conseiller en surendettement, veut élaborer un plan avec lui. Il compare d'abord les revenus et les dépenses pour évaluer les possibilités d'économie. Die Miete bis heute 328 €. 56 € im Monat, Monatskarte. Ein Auto haben Sie? Nein. Nicht GZ befreit, sagten Sie ja schon. 1575 aktuell haben Sie. Bilan de l'entretien, la famille de Marcus se serre déjà tellement la ceinture qu'elle ne peut plus faire d'économie. Il n'y a aucun espoir d'éponger les dettes. Ich sagte ja, Sie sind ein sehr disziplinierter Verbraucher oder Schuldner in dem Fall. Also wenn man nur 30 € zurückzahlt, sind 25. Quand on verse 30 € par mois, on ne rembourse en fait que 25 à 28 €. Vous pouvez calculer le temps qu'il faut pour éponger les dettes. Je ne vais pas faire le calcul, mais c'est très long, ça prend des années. Et pendant tout ce temps, il faut renoncer à des dépenses qui font partie du minimum vital, comme la loi le stipule d'ailleurs. Le minimum vital garantit une existence digne et décente. Et donc si on éponge ses dettes, on ne peut même plus vivre dignement. La mère de Marcus est retraitée et aime passer du temps avec son petit-fils. Mais les soucis financiers de son fils la préoccupent beaucoup. Elle imaginait une toute autre vie pour lui. Mon fils est allé à l'école et il a appris un métier, comme on le voulait. On lui a toujours dit que ça lui permettrait de gagner de l'argent, de bien commencer dans la vie, de fonder une famille. Et tout ça n'a servi à rien. À rien. Marcus trouve humiliant de ne rien pouvoir changer à sa situation. Car en tant qu'intérimaire, il ne peut pas se défendre. Il n'y a aucune protection contre les licenciements. Autrement dit, l'intérimaire subit une énorme pression parce qu'il sait que s'il fait quoi que ce soit qui ne plaît pas au patron, il est viré. Marcus ne se fait plus d'illusions. Si, outre-Rhin, les intérimaires gagnent souvent moitié moins que les salariés en contrat à durée indéterminée pour la même tâche, le travail temporaire risque de remplacer l'emploi régulier. Pour les entreprises, les intérimaires sont meilleur marché et plus faciles à renvoyer. Ils espèrent obtenir un contrat à durée indéterminée, mais seul 1/10 d'entre eux y parviennent. Les personnes placées par une agence d'intérim sont souvent considérées comme des employés de seconde zone et le ressentent comme tels. C'est très pénible de devoir saisir les prud'hommes pour un arriéré de salaire ou un problème de congé. C'est une procédure longue et éprouvante. Parfois, il est plus simple de partir et de chercher autre chose.
En même temps, les inspecteurs du travail ne sont pas très actifs. À ma connaissance, ils ne se préoccupent pas de savoir si les agences d'intérim agissent toujours conformément au Code du travail. Ils ne relèvent pas les entorses à la loi. Je ne connais pas un seul cas d'agence d'intérim ayant dû cesser son activité pour avoir enfreint le Code du travail. C'est pourtant ce que la loi prévoit. De même, dans le commerce de détail, ce sont surtout les salariés qui font les frais de la compétition. Au cours des 7 dernières années, un nombre croissant de postes à plein temps ont été remplacés par des postes à mi-temps. L'embauche à bas prix de main-d'œuvre qualifiée est pratique courante. Martina travaille comme extra dans une filiale de la chaîne de textile discount Kik à Mülheim, dans la Ruhr. Elle gagne 400 € par mois. C'est ce qu'on appelle en Allemagne un mini-job. Son salaire horaire, 5,20 €. Les premières années, elle était satisfaite. Elle avait une bonne équipe. Mais tout a changé à l'automne dernier avec l'arrivée de la nouvelle direction. Les horaires de travail sont devenus imprévisibles et le personnel est traité sans respect. Je devais travailler ce jour-là. Donc je suis arrivée le matin. Et on m'a renvoyée chez moi en me disant « On n'a pas besoin de vous aujourd'hui, la marchandise n'est pas encore là ». J'ai répondu « Mais et mes heures de travail, il va m'en manquer 5 ». Vous les perdez, elles ne vous seront pas payées. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Va te renseigner pour savoir s'ils ont le droit. Martina est vendeuse qualifiée et elle a de nombreuses années d'expérience. Quand elle a voulu reprendre le travail après son congé maternité, elle était heureuse de trouver un poste à 400 € chez Kik. La rémunération était modique, mais elle espérait obtenir un emploi à plein temps. Puis la frustration est apparue. Elle a appris qu'elle avait droit à un salaire d'au moins 8,20 €. De plus, elle n'a pas perçu ses indemnités de congés payés. Martina a porté plainte. 2 autres collègues en ont fait autant. La veille de l'audience, les femmes ont rendez-vous avec une conseillère juridique du syndicat Verdi, Henrike Greven. Ce matin, nous allons reparler de l'affaire et de l'audience. Toi, tu as reçu ce courrier. Vous deux, vous pouvez peut-être le parcourir. J'ai oublié de vous en faire une copie. Ils contestent notre demande de congé. Et là, ils écrivent « Votre solde de congé a été payé à titre exceptionnel ». Il y a une contradiction. D'abord, ils vous disent « Vous n'aurez pas de congé, vous n'en avez jamais eu, simplement on a noté que vous n'étiez pas là ». Puis, ils affirment qu'ils vous les ont payés, ce qui n'a aucun sens. Bon, demain, on abordera cette contradiction. Je trouve ce genre de comportement vraiment scandaleux. Le groupe Kik axe toute sa communication sur les bas prix. Mais il faut se demander comment ils peuvent pratiquer de tels prix. Nous pensons, même si nous ne pouvons pas le prouver, que le groupe Kik ne peut offrir ces bas prix qu'en sous-payant son personnel. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que les employés les moins bien payés ont en réalité les mêmes droits que les employés assujettis à l'assurance sociale obligatoire. Ces femmes ont droit à un salaire décent de 8,21 €. Elles ont droit à tous les avantages que l'entreprise offre à ses autres salariés. Primes de vacances, primes de Noël, congés payés, suppression de la carence en cas de maladie, dispense de travail dans certains cas, heures supplémentaires payées, bref, les mêmes droits. Or, ces droits ne sont pas respectés chez Kik, ni malheureusement dans d'autres entreprises, parce que ce sont justement les employés les moins payés. Martina et ses collègues Ursula et Veronica se considèrent comme des pionnières. L'audience a lieu le lendemain et la tension est palpable. Depuis qu'elle a porté plainte, Martina ne travaille plus que 10 heures par mois comme emballeuse. Elle voudrait être vendeuse, toucher un salaire décent et faire valoir ses droits. Mais il ne s'agit pas que des conditions de travail. Martina veut aussi être traitée avec respect. Elle se sent exploitée et atteinte dans sa dignité.
Au début, j'étais contente de décrocher ce poste. Jamais je n'aurais pensé que ça se passerait comme ça. Bien sûr, je me sens exploitée. Et quand j'ai appris par le syndicat ce à quoi j'avais droit, ça a été un choc. Je me suis dit, pendant toutes ces années, j'ai travaillé pour 5,20 €, alors que normalement j'aurais dû être payé 8,20 €. 7 mois après avoir déposé sa plainte, Martina passe enfin au prud'homme. Ses 2 collègues sont aussi nerveuses qu'elle. L'issue d'aujourd'hui est décisive pour les audiences des prochaines semaines. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Das ist alles abgesprochen. Annette ist gut drauf. Sie hat das schöne Buch von euch gekriegt. Also, was kann jetzt eigentlich noch schiefgehen? Ja, schaffen wir jetzt. Das wird gut. Komm. Ja. Il est rare qu'un intérimaire ou un employé à mi-temps porte plainte contre son employeur. Alors les médias suivent l'affaire de près. Les personnes comme Martina ont souvent le sentiment de ne pas être des salariés à part entière. Elles n'osent pas se défendre et ne connaissent pas leurs droits. Les entreprises comme Kik en profitent. Martina, elle, a décidé de réagir. Elle réclame un rappel de 3 ans pour le salaire et les indemnités de congé auxquelles elle avait droit. L'audience est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? On a gagné. Fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Comportement et rémunération injustes. C'est très bien comme ça. Nous avons eu raison de porter plainte. Et le fait que vous ayez tenu aussi longtemps, que nous ayons tenu bon ensemble, c'est vraiment... Encore merci d'avoir entrepris cette action. Vive les femmes! Avec nous, ça ne passera plus. Et j'en suis très fière. Le Conseil des prud'hommes a condamné le groupe textile à verser les arriérés de salaire. Cette affaire pourrait faire jurisprudence. Désormais, il devrait être plus difficile pour un employeur de sous-payer son personnel à mi-temps. Promesses de salaire non tenues, conventions collectives revues à la baisse avec l'aide de petits syndicats, rémunération scandaleuse pour le personnel à mi-temps, autant de méthodes douteuses qui tirent les salaires vers le bas. Les personnes concernées commencent à se défendre. La classe politique doit réagir, car la société est en train de perdre sa cohésion et sa stabilité.